Excellente journée à tous. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Personnellement, j'aime bien parler d'écologie relationnelle. J'aime bien évoquer notre relation à notre propre nature. Eh bien, figurez-vous que mon invité, Christophe Médici, a inventé le terme de haute qualité relationnelle. Et alors, franchement, je trouve que ces deux notions sont proches et donc on se retrouve bien, Christophe Médici et moi. Et donc, je vous propose bien qu'ensemble, tous ensemble, nous abordions ce thème. Alors d'abord, il faut déjà être en bonne qualité relationnelle avec soi-même, parce que bien souvent on va projeter sur les autres nos difficultés avec nous-mêmes, et donc forcément ça va être difficile d'être en bonne relation avec les autres. Et puis avec Christophe Médici tout particulièrement aujourd'hui, on va vous guider, on va vous donner les clés pour que vous puissiez être mieux avec vous-même, pour que vous puissiez décoder ce qui vous bloque, ce qui vous empêche tout simplement d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre vie. Et je vous propose donc de venir réagir et de témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Christophe Médici. Bonjour Brigitte Lahaie. Alors vous êtes psychosociologue, conférencier, vous êtes le fondateur donc de cette méthode haute qualité relationnelle, vous organisez beaucoup de stages. Alors d'abord, quand est-ce que vous avez créé ce terme qui est déposé bien sûr, haute qualité relationnelle, HQR? Je voulais vraiment que je vous parle vraiment avec sincérité. Ça m'a été donné un soir de novembre 2006. Quand je dis ça m'a été donné, c'est que je l'ai entendu dans ma tête alors que je faisais tout autre chose. J'étais au Café du Croissant, la seule fois que j'y suis allé, là où Jaurès a été assassiné, cette brasserie-là. Et j'ai entendu dans ma tête, alors que j'étais en train de faire complètement autre chose, haute qualité relationnelle. Je suis sorti, j'ai dit... C'est Jaurès qui a dû vous souffler ça. Mais je pense, alors vous me l'enlevez de la bouche, je n'osais pas trop le dire, mais je pense que c'est lui parce que c'était la campagne présidentielle et j'avais pris comme pseudo sur les réseaux sociaux Jaurès. Mais oui, non, mais je vous en parle tout cas, vrai, hein. On m'appelait Jaurès. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut imaginer que les choses se font, voyez, après tout. En 2023, Jaurès est coach et psychosociologue, il fait pas de politique. Et puis cette idée, c'était que ça faisait 15-20 ans que j'étais déjà formateur, donc une dizaine d'années, et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire parce que si j'ai entendu ça dans ma tête, ça doit devenir quelque chose à transmettre aux gens. Et je n'ai fait au bout de quelques mois d'abord un livre, et je me rappelle que sur notre crèmerie vous m'aviez invité à cette occasion. On était en 2008, Brigitte. Et puis après, j'en ai fait une méthode de formation que je transmets maintenant à plus de 120 000 personnes depuis 2008. Voilà, et donc ça a fait écho, puisque moi il y a longtemps que je trouvais que le terme d'écologie relationnelle avait du sens, puisque je parle souvent de notre nature, et le terme d'écologie évidemment fait penser à la nature. Et donc je me suis dit que ça se ressemblait un petit peu, votre terme haute qualité relationnelle, écologie relationnelle, et c'est pour ça que j'ai accepté donc de venir à cet atelier que vous faites le 1er juillet. Alors peut-être qu'il y a des auditeurs que ça peut intéresser d'être mieux avec sa propre nature. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je peux vous en dire 2-3 mots. Oui, c'est vrai que je pense vraiment là-dessus, on est en face tous les deux. On pense qu'il y a un sentiment de déliaison qu'ont les gens entre eux, dans leur famille, dans leur couple, pas tous, bien entendu, un certain nombre, avec les élus et avec eux-mêmes, avec leur soi, si on était un peu avec eux-mêmes, et puis ils savent pas très bien vers où aller. Exactement. Il y a une quête de sens de beaucoup de gens qu'on ressent dans les émissions, mais nous aussi dans les stages et en coaching. Donc nous nous sommes dit de créer avec mon centre de formation un sommet de l'écologie relationnelle, un terme que vous aimez beaucoup, Brigitte, au cours duquel, alors soyons très clairs, ce seront des méthodes actives. Les gens ne vont pas rester à nous écouter toute une journée de séminaire. Il y aura des ateliers, un certain nombre d'ateliers que vous m'avez fait la gentillesse de vouloir co-animer et d'animer toute seule avec vos techniques à vous. Et je pense vraiment que, alors voilà, par exemple, si vous avez la sensation de souvent vous saboter, mesdames et messieurs les auditeurs, eh bien ceux qui écoutent l'émission de Brigitte, c'est bien parce qu'on va vous aider à mieux relationner avec vous-même, voir pourquoi vous vous sabotez, pourquoi vous sabotez certaines histoires d'amour aussi. Oui. C'est pour ça que vous avez aimé le terme accordons-nous, je crois, c'est un beau terme, accordons-nous, l'idée de s'accorder à soi, s'accorder avec l'autre, s'accorder dans les relations, c'est très important. Et malheureusement, sans accompagnement, c'est plus difficile.
Oui, on a toujours besoin de toute façon d'un regard extérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'autre étant notre miroir. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs dans la relation affective, c'est souvent là où on se prend le plus de douleur, hein, parce Évidemment. que l'autre évidemment nous renvoie à nos blessures, à ce qui va pas chez nous, à nos peurs, et donc être mieux avec soi-même, c'est forcément être mieux avec l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission certainement aujourd'hui, parce que l'écologie relationnelle, c'est pas une donnée. On ne naît pas dans l'écologie relationnelle, on le devient. Et donc ce stage, c'est le 1er juillet. C'est toute la journée de samedi. Alors, point très important, par prudence, nous n'inscrirons personne sur place. Il faut vraiment aller sur le site internet ou hautequalité-relationnelle.fr, voilà, HQR, parce que sinon, il faut se préinscrire. Il faut venir en ayant sa place. Et vraiment, on a fait vraiment ça, parce qu'on peut pas accueillir autant de gens et il y a un nombre limité de places. Donc, venez vous inscrire avant, si ça vous intéresse. Et on peut s'inscrire dès maintenant. Ah, mais dès maintenant, tout est. Et il y a le programme détaillé, Brigitte, sur le site. Le programme est détaillé sur votre site, sur Christophe Médicis, oui, ou haute qualité relationnelle. Voilà. D'accord. Bon, donc ça c'est dit. Et alors nous, on va commencer dans cette émission déjà à vous aider à être un peu plus en accord, puisque je crois que vous aimez bien ce terme aussi, en accord avec vous-même. Et déjà peut-être, moi le premier outil, puisque je crois que c'est le mot que vous aimez utiliser, Christophe Médicis, moi le premier outil que je vous donnerais, c'est que déjà il faut repérer quand on n'est pas bien, parce que si on n'est pas bien, c'est quelque part il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas en accord avec soi-même. Ah. Soit on n'est pas en accord avec son éthique, avec ses vrais désirs, et donc il y a une sorte de tension comme ça. Alors on peut la ressentir dans le corps. Et on peut la ressentir dans sa tête. Les deux sont possibles. On peut la ressentir dans son état émotionnel aussi. Le système de guidance, si vous êtes dans une émotion négative, un état émotionnel négatif, qui de tristesse, qui de colère, qui de peur, forcément, vous n'êtes pas en écologie relationnelle avec vous-même. Et puis surtout quand même, le problème central encore en 2023, c'est que tout ça, ça passe par de la communication inter- et intrapersonnelle. Or, voilà, si les gens sont si mal, c'est pas forcément de leur faute. Est-ce qu'on leur apprend quelque chose à l'école ? Est-ce que ce que j'appelle moi un savoir fondamental aussi important que lire, écrire et compter, je sais que vous partagez ça, je veux dire, vous le dites à longueur d'émission, Brigitte, 98% des problèmes de couple, c'est des problèmes de communication. Mais les gens n'ont pas appris à communiquer. 90% des problèmes dans ta tête, maintenant on l'a sait avec les neurosciences, c'est ce que tu te dis à toi-même, les émotions que tu ressens. Les gens n'ont pas appris ça. Peut-être qu'ils ont vraiment besoin de stage, de formation, parce que justement, franchement, on est au Moyen-Âge relationnel. J'ose le dire, ma véhémence parfois est forte, mais on est encore au Moyen-Âge relationnel et les gens doivent l'entendre. Alors, c'est pas de leur faute s'ils sont en mauvais accord avec eux-mêmes, mais c'est de leur faute s'il leur reste. Ça, c'est la phrase vous connaissez de Martin Luther King. Il se peut que tu ne sois pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu le deviendras si tu ne fais rien pour le changer. J'adore cette phrase, je sais que vous l'aimez aussi, mais elle est vraie. Oui, faites des choses pour changer. J'aime bien aussi le fait de dire que on n'est pas responsable de ce que on nous a fait, mais on est responsable de ce qu'on va en faire. Alors c'est Sartre. C'est ça. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'on a fait de vous. Vous avez vraiment une culture. Celle-là, elle est très belle, celle de Sartre. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'on a fait de vous, mais vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que l'on a fait de vous. Vous citez Sartre, Brigitte, là? Bah écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, on s'en fout qu'on cite Sartre ou Christophe Médicis, qu'importe, du moment que ça résonne dans la tête de ceux qui nous écoutent et qu'ils ont envie de faire quelque chose eux-mêmes de ce qu'ils ont en eux, justement, pour aller mieux. Voilà, c'est un peu le programme du jour. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont envie d'aller mieux. Vous avez comme ça des sensations de mal-être. Vous avez peur de faire je ne sais quoi d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous ne savez souvent pas de quoi vous avez peur. Eh bien, ça peut se savoir. Mais pour ça, souvent, on a besoin d'un regard extérieur. On a besoin d'une oreille extérieure. Donc, on va être, pas votre regard puisqu'on est à la radio, mais on va être vos oreilles extérieures. Donc, vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez envie d'être un petit peu mieux à 16h que vous ne l'êtes à 14h. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous et avec lui, on va vous aider à être en bonne relation avec vous-même. Bonjour Claire.
Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Claire. Bon, écoutez, le titre m'a interpellée, bien sûr, l'écologie relationnelle, parce que tout de suite on pense à l'absence de pollution quand on est. Bravo. Oui. Et Dieu sait combien il y a de pollution quand on veut communiquer, parce que effectivement, on a eu une éducation scolaire qui nous pousse pas à communiquer correctement. Je pense que ça peut se faire en famille, l'éducation, et si c'est pas en famille, eh bien, ça soit de le faire un peu plus tard, parce qu'on a beaucoup d'ouvrages. Je crois Claire qu'il faut comprendre pourquoi on nous explique pas ça. Quand on est enfant, on est pure émotion. On n'est pas capable de raisonner. On parle bien de l'âge de raison à 7 ans. Et comme on est pure émotion, eh ben oui, on n'a pas le droit de se mettre en colère devant tout le monde. On faut pas pleurer devant tout le monde. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font nos parents? Qu'est-ce que fait l'école? Elle nous oblige à cacher nos émotions. Et donc on porte un masque dès l'enfance. On s'oblige à être le plus neutre ou, je dirais pire, indifférent possible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis voilà. Et puis après, on est adulte, on a toujours ce masque, parfois même un bouclier ou une armure. Et puis voilà. Et si on n'a pas, si on n'a pas la chance de comprendre qu'il faut travailler sur soi, qu'il faut laisser tout doucement tomber le masque, l'armure ou je ne sais quoi, eh bien, on reste a priori comme ça des êtres insensibles, imperturbables. Voilà. Moi, je pense que c'est toute l'erreur qu'on a fait depuis toujours d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'aime bien ce terme d'écologie relationnelle, parce que c'est très à la mode le terme écologie et tout le monde comprend. Ça vous parle, ça, Claire ? Oui, bien sûr. Quand vous dites, quand on est enfant, c'est vrai qu'on communique naturellement. On va beaucoup plus vers les autres. Les enfants communiquent beaucoup plus que les adultes. Et on casse tout ça, on leur casse tout ça. Et on est beaucoup plus naturel, tout simplement. Faut dire qu'on n'a pas de préoccupation non plus. On n'a pas du tout les mêmes. C'est vrai. Mais je crois qu'il faudrait dire aux enfants. Je comprends que tu es en colère, mon petit garçon, mais il faut pas et puis l'aider à gérer sa colère, mais pas en cassant le jouet de son petit frère, quoi. Puis il y a un grand non-dit, Brigitte, aussi là-dessus, c'est qu'on est persuadé depuis des décennies, voire des siècles, la communication, ça s'apprend pas. Puis c'est un mot fourre-tout, la communication. On y met tout. Donc on dit communiquer. Quand on parle à la télé, à la radio, souvent des communicants, on parle pas de ce dont on parle nous là pendant l'émission sur l'écologie relationnelle. On parle des communicants, de ceux qui font de la pub, de ceux qui font les conseillers en com, des politiciens et de tout ça. C'est pas de la communication, mais on dit que c'est de la communication. Et d'ailleurs, vrai, au niveau de la culture haute dans les universités, quand on dit que c'est des communicants, c'est plutôt dépréciatif. Quand on dit lui c'est un grand communicant, et autre côté c'est un grand baratineur, parce que souvent les communicants c'est les grands orateurs et les politiciens. Avant on disait ça, un grand communicant c'est un orateur. Or nous on parle pas de cette communication là, et on est persuadé que ça s'apprend. Vous voyez, je sais pas si ça vous parle, Claire, mais ça s'apprend. C'est-à-dire que les enfants, c'est vrai, on en revient là, c'est naturel pour eux, ils vont vers les autres, et après, quand on grandit, on nous dit non, il ne faut plus parler à tout le monde, il ne faut plus faire ci, on nous désapprend effectivement notre spontanéité. Et ensuite, pour la retrouver, comme disait Brigitte, pour retrouver nos émotions, on est obligé de travailler sur nos émotions, de les analyser, de dire qu'est-ce que ça nous a fait, qu'est-ce qu'on va en faire. En fait, il faut se reconstruire, c'est comme si on était déconstruit et qu'il fallait se reconstruire. Et effectivement, là, ça demande du travail, ça demande à savoir qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut envoyer comme image de soi. Et si on n'envoie pas la bonne image, parce que ça m'est arrivé quelquefois de ne pas pouvoir envoyer la bonne image, à ce moment-là, on est dans une mauvaise communication. On va être faux. On peut être faux aussi en communication. C'est-à-dire, et après, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas ce que je voulais dire. On peut aussi mal communiquer, envoyer, se tromper, carrément se tromper soi-même sur qui on est. Et moi, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, ça passe par le corps. Et c'est très important aussi la façon dont on est habillé. Moi, c'est une chose que j'ai remarqué. Selon notre tenue, on n'est pas du tout la même personne. Et on n'envoie pas les mêmes messages. Et quand on est une femme, si on aime être vraiment apprêtée, eh bien soyons-le, parce que c'est comme ça qu'on est. Si on veut être séduisante, soyons-le, parce que c'est comme ça qu'on est vu. Et à ce moment-là, on a des retours qui sont assez positifs. Et alors justement, Claire, combien de temps vous prenez pour vous habiller le matin, pour choisir vos vêtements? Rien du tout, parce qu'on m'a toujours dit que tout m'allait. Et je prends rien du tout. En revanche, j'attache de l'importance à avoir à être
très propre, très nette. Au contraire, moi j'essaie d'épurer au maximum la façon dont je me présente. Donc j'ai le moins de maquillage possible, juste les yeux qui sont relevés et la bouche parce que je trouve ça joli, mais sur un teint très clair, sans aucun maquillage, parce que je trouve et des cheveux qui sont. Alors moi j'ai des cheveux longs, je trouve ça très joli et je les soigne. Voilà, je trouve que ça c'est un vrai bijou, mais sinon je n'ai pas de bijoux. J'essaie d'être le plus naturel possible, de me présenter. Et je prends des choses très simples, des vêtements très simples, mais qui sont de bonne qualité. Et j'ai toujours qui correspondent bien donc à ce que vous êtes. Parce que, moi, j'ai toujours dit il y a quelque chose que je relève quand même dans votre témoignage. Vous parlez à la fois de ce que vous voulez montrer et de ce que vous êtes. Est-ce que c'est toujours la même chose? Parce que c'est pas forcément toujours la même chose. En fait, ça passe beaucoup par une discipline personnelle. Par exemple, les vêtements, pour moi, n'ont pas tellement d'intérêt, mais c'est plutôt l'attitude, la façon dont on marche, la façon dont le corps bouge. Et ça veut dire que derrière, il y a une discipline. Ça veut dire que derrière, il y a une bonne alimentation. Ça veut dire que derrière, il y a même de la gymnastique, de la musculation, qui font qu'en fait, on marche avec... vous savez, Brigitte Bardot, c'est pas par hasard, elle était danseuse à la base. Je sais bien. Donc c'est pour ça qu'elle est belle. Parce qu'elle se tient bien droite, parce qu'elle a une certaine allure. On peut avoir les plus beaux vêtements du monde si on marche au canard. Pour moi, c'est pas élégant. Claire, ce que vous dites, en fait, c'est que quand nous communiquons, quel que soit l'humain, homme ou femme, ça passe par 3 canaux. C'est une recherche qui avait été faite il y a très très longtemps. Ça s'appelle les 3 canaux des 3 V. Il y a ce qu'on appelle le visuel, qui est tout ce qui touche le body language, c'est-à-dire les postures, les gestes, la physionomie et ce dont vous parlez avec Brigitte là depuis quelques moments, le look. On est d'accord, le vestimentaire. Mais les postures, le port, ça fait partie aussi du premier V. Le deuxième, c'est le vocal, c'est tout ce qui touche à la voix, alors la diction, l'articulation. Il y a des gens qui adorent leur voix, d'autres qui n'aiment pas. Et les voix sont chargées d'émotions. Et les voix, c'est essentiel. Essentiel, la voix dans la communication. Essentiel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est chargé d'émotions. Et le troisième, c'est le verbal. Et ce qu'on dit, les mots. C'est les mots. Et Albert Mehrabian, le grand chercheur d'Harvard, il y a 40 ans, avait dit que sur 100% d'un message passé, on le dit à tous ceux qui nous écoutent, 55% c'est le visuel, 38% c'est le vocal et 7% seulement ce sont le verbal. C'est-à-dire que 55% c'est nos postures, nos gestes et notre look. Et donc c'est très important la programmation neurogestuelle. Chaque geste veut dire quelque chose. Et Joseph Messinger disait ça avance devant les gens comme des aveugles. Personne ne sait ce que ça veut dire alors que tout fait sens. Votre posture veut dire quelque chose. Vos gestes veulent dire quelque chose. Mais de toute façon, on pourrait dire qu'ils nous trahissent, de toute façon, nos gestes. Oui, exactement. Parce qu'on ne les contrôle pas. Exactement. Et c'est vrai ce que vous dites, Claire, la manière dont vous marchez, vous ne la contrôlez pas, elle est relative à ce que vous êtes, ce que vous avez été, et elle changera en fonction de ce que vous serez. Mais à l'instant T, elle est ce que vous êtes et ce que vous avez été. On devrait même, allez, je vais plus loin Brigitte, on devrait donner des notes et évaluer, parce qu'en France on évalue tout à l'école. Eh bien mettons des notes à ceux qui sont dans l'écologie relationnelle, mettons-leur des 17, des 18, des 19 et des 0 et des 2 à ceux qui m'envoient des messages toxiques aux autres. Non, on fait l'inverse. On est encore en 2023 où le harcelé, c'est celui qui est obligé de quitter l'école et le harceleur reste dans l'école. Voilà où on en est en 2023 à l'éducation nationale. Et nous, on ne doit pas faire une journée sur l'écologie relationnelle ? Quand même, franchement, est-ce que c'est pas le harceleur qui devrait partir ? Je suis un peu véhément aujourd'hui. C'est votre coup de gueule. Hein, c'est le coup de gueule à la Gabin. C'est quand même grave. Et c'est la vérité. Tout le monde est d'accord à qui est sur le plateau de Brigitte. Donc voilà. Et je pense que Claire est d'accord avec vous. Claire, vous êtes d'accord ? Oui, moi je vous écoute et je vais vous réécouter parce que c'est quand même beaucoup. Enfin, vous êtes vraiment dans une émission qui parle du corps, mais qui parle aussi, qui parle beaucoup de l'esprit et de l'intellect aussi. Vous avez une énorme connaissance. C'est un grand plaisir de vous écouter. Vous savez, le corps et l'esprit sont liés. Hein, de toute façon, on a beau essayer de vouloir, de penser qu'on va montrer autre chose de nous-mêmes, notre corps va nous trahir. Ouais. Et on dit un esprit sain dans un corps sain, donc ça commence tout de même par le corps. Hein. C'est vraiment notre enveloppe charnelle. C'est d'ailleurs ce qu'a écrit récemment Lucie Vincent, hein, qui travaille beaucoup sur les neurosciences. Et alors moi qui suis quelqu'un qui a vraiment commencé tout par le corps, je peux vous assurer que j'en sais quelque chose. Comme Brigitte Bardot. On pourrait dire ça. C'est une forme de danse. Quoique j'étais douée en langue aussi. Hein. C'était pluriartistique. C'était totalement artistique, absolument. Merci Claire, en tout cas, Claire. de ce début d'échange avec nous. Merci beaucoup. Nous aussi, on vous embrasse. Et puis, on fait une petite pause, on retrouve notre Sexy News, Flore Chérie.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christophe Médici, nous retrouvons notre journaliste Flore Chéri qui a mené son enquête sur l'intelligence artificielle qui va évidemment modifier nos relations. Alors, ce sera peut-être plus de la haute qualité relationnelle, c'est pas sûr. On ne sait pas encore comment ça va basculer. Oui, c'est un peu le sujet du moment, l'intelligence artificielle. Difficile de passer à côté, une intelligence qui fascine autant qu'elle nous fait peur et qui a déjà un impact très fort dans nos façons de se rencontrer. Je vais vous citer 3 exemples d'usages auxquels vous n'avez peut-être pas pensé dans les applications de rencontre. L'application Photo IA, par exemple, propose de vous rendre irrésistible via ce qu'ils appellent le Tinder Pack. Vous envoyez une douzaine de photos de vous et le robot vous les rend en mieux et surtout optimisé pour pécho. On peut imaginer une photo prise sous un angle bien sûr plus flatteur, améliorer l'éclairage, mais aussi ajouter un contexte séduisant autour de vous, comme si vous étiez par exemple à la bibliothèque ou entouré d'amis avec des lunettes de soleil. Des situations très clichés mais qui sont censées être très attirantes et efficaces, surtout sur les applis. Bon, ils proposent aussi les LinkedIn Pack et les Instagram Pack si besoin. Cupidbot, également un bot conversationnel créé par des anciens développeurs de chez Tinder, serait capable de gérer plusieurs conversations à notre place. Pour cela, il analyse les précédentes discussions de l'utilisateur. Il demande aussi une sorte de cartographie des goûts, comme les endroits où il aime sortir. Et hop, il discute virtuellement avec plein de matchs en même temps. Il n'y a plus qu'à se rendre au rendez-vous que le robot aura sélectionné pour l'utilisateur. Il peut même recommander le meilleur resto ou le meilleur endroit en fonction du match d'en face. Une autre forme d'usage est celui de contrôler la qualité de la conversation. Aujourd'hui, les applications de rencontre se sont vite mises à jour contre les dick pics, vous savez, les photos non sollicitées, les demandes d'argent, les demandes d'informations personnelles, les insultes, etc. Mais plus récemment, l'intelligence artificielle peut aussi se mettre au service des comportements qui manquent un peu de savoir-vivre, comme le ghosting. Vous savez, cette façon de couper net une conversation. C'est déjà le cas de Snack, une application lancée l'année dernière. Mais on peut imaginer que d'autres comportements pas hyper cool comme l'hypersexualisation rapide d'une conversation sans que cela soit bien accueilli en face pourra être rendu possible dans les prochains mois. Alors ça peut faire un peu froid dans le dos, confier quelque chose d'aussi important que nos rencontres amoureuses à une intelligence artificielle et donc à des programmateurs qui décident non seulement à notre place ce qui nous convient le mieux, mais aussi quelles sont les meilleures photos et les meilleures conversations selon leurs propres critères. Ça peut laisser dubitatif. Maintenant, si la vie n'arrive pas assez bien à réunir les gens, si nos intelligences humaines, réelles mais faillibles, manquent d'efficacité pour les choses de l'amour, on sait combien elles sont compliquées, alors si les nouvelles technologies peuvent nous donner un coup de pouce, vendre le rêve à notre place, écrire les mots qui ne nous viennent pas, éduquer nos comportements qui sont parfois un peu lâches, eh bien pourquoi pas après tout. Alors moi, vous savez à quoi ça me fait penser finalement? Je me dis, est-ce que cette intelligence artificielle, c'est pas notre intuition quand on en a beaucoup? Moi, j'ai un peu l'impression qu'en fait, elle utilise énormément de paramètres et elle en fait quelque chose. Et au fond, c'est ça l'intuition. Oui, puis un peu aussi. J'essaye d'être positive. Ouais. Vous avez raison. Non, c'est une bonne remarque. Je trouve que vous avez assez raison. Moi, ce que vous avez dit, Flore, me fait penser au film qui avait cartonné il y a 6-7 ans, là, avec Joaquin Phoenix, qui s'appelait Her. Et Joaquin Phoenix avait eu d'ailleurs l'Oscar pour ce rôle. Il tombe amoureux d'un microprocesseur. Alors, c'est de la fiction, mais des années 30, vous l'avez vu, Brigitte. Le problème aujourd'hui, c'est que, connaissant l'évolution des sites internet de rencontres par rapport à l'IA, je trouve que ça va pas de mieux en mieux, ça va de pire en pire. Vous parlez de ghosting, il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, ça chatte au bout de 10 secondes, il n'y a plus personne au bout de la ligne. Tout le monde vire tout le monde avec moi. Il y avait plus de comportements épistolaire il y a 20 ans. Ça va de pire en pire. Aussi parce que le genre féminin est moins, entre guillemets, leurré qu'elle l'était il y a 20 ans. Les femmes il y a un désabusement. Elles sont complètement désabusées. Elles sont à leur 15e tour de piste ou 30e. Elles ont cru depuis 30 fois que c'était l'homme de leur vie parce qu'il avait écrit. Ce que j'ai bien aimé dans ce que vous dites, ça m'a fait penser à Christian dans Cyrano de Bergerac. Vous savez que Christian est nul. Il a aucune conversation. Par contre, il est très beau. Et donc, évidemment que Roxane est amoureuse de Christian. Mais qui parle sous le balcon? C'est Cyrano. Donc, c'est des Cyrano du net, en fait. Mais c'est marrant parce que c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment, bref, qu'importe. Et j'ai écrit hier un truc et je réagis par rapport à ce que vous venez de dire sur les femmes qui sont désabusées. Je crois qu'il y a un grand problème, et je suis sûre que Flore sera peut-être pas tout à fait d'accord avec moi, mais ce serait intéressant d'en parler, avec cette idée de consentement. Beaucoup de femmes veulent être sûres de ne pas se tromper sur une relation sexuelle. Sauf que le problème que ça finit par poser, c'est qu'à force d'avoir peur de se tromper, on ne fait plus rien.
Ah non, mais moi j'ai toujours été très critique sur le mot consentement, qui est déjà un mot qui vient des États-Unis et qui est pas tout à fait juste en français. Pour moi, c'est un mot qui est contractuel, qui convient parfaitement bien au travail du sexe, par exemple, qui est pour moi du sexe ou au mariage, ou au consent, parce que les choses sont claires et établies. Or, pour moi, petit 1, quand on commence sa vie sexuelle, il y a beaucoup de méconnaissances, donc on ne peut pas consentir parce que quand vous découvrez le corps de l'autre, vous savez pas ce que vous découvrez, et c'est normal. Il vaut mieux découvrir le corps de l'autre et pas attendre le prince charmant pendant des siècles. Voilà, moi je préfère toujours parler de sexe désiré, comme la grossesse. D'ailleurs, on consent pas à une grossesse, même si on la désire, on désire un enfant, et on devrait désirer, en tout cas pour la sexualité épanouissante, on devrait avoir du sexe désiré, pas du sexe consenti. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Les femmes ont peur justement de ne pas être suffisamment consentantes, donc elles finissent par plus rien faire. On voit le nombre de rapports sexuels est en chute. Le pire étant chez les hommes. C'est les hommes qui se désintéressent plus du sexe que les femmes. C'est vraiment chez les jeunes hommes. Le mouvement des asexuels, c'est ça. En tout cas, le sous-titre de mon livre, est-ce qu'ils s'en désintéressent ou est-ce qu'ils en ont peur? Ou est-ce qu'ils trouvent des distractions ailleurs? Il y a plein de... Mais une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'était comment maintenir une haute qualité relationnelle à l'ère du numérique. On ne fera plus machine arrière, donc votre chronique est dans l'air du temps. Il est clair que c'est fini. Il faut pas croire qu'on arrêtera la machine. Elle est partie, elle est en branle, la machine. Et je vous le disais un jour, Brigitte, moi je pense que l'étape suivante, alors je vais peut-être en faire sursauter plus un, mais quand il y avait eu le fameuse manif contre le mariage pour tous, mais dans 10 ans, si je suis vraiment assez pessimiste, mais dans 8 ans, ce sera non au mariage homme-homme, femme-robot, femme-femme, homme-robot. Et ça, on était tous en train de s'éclater de rire là, mais là, c'est à une portée de doigt. C'est-à-dire qu'un peu comme dans IA de Spielberg, un homme se mariera avec une femme cyborg et elle sera tellement comme une femme, il faudra savoir si c'est une femme ou un cyborg. Et là, on est en train de rire, mais je vous assure que c'est 2030. C'est 2030. Et les bons Versaillais feront non au mariage homme normal, femme, ils n'ont pas les mêmes droits qu'une femme et un homme de chair et de sang. Ah, pourquoi? C'est de l'amour. C'est de l'amour. Tant qu'ils peuvent pas faire de gosses. Mais bientôt ils pourront faire des gosses. Faut peut-être pas. Non, là on n'en est pas là. PMA avec mais un robot. Je vous assure, Flore, c'est à poignée de main, mariage femme-robot. D'ailleurs, ça se fait déjà au Japon. Oui, mais ils ont un autre rapport avec les objets inanimés. C'est pas pareil qu'en France. Mais ce sera tellement ressemblant. Tellement, tu la choisiras sur le catalogue. Mais il n'y aura plus de petites disputes, c'est tellement sympa, une petite dispute. Tu pourras mettre ça comme logiciel, Brigitte. Vous pourrez mettre ça. Je veux qu'elle soit engueulante. À 18h, elle est un peu chiante. Elle est chiante entre 18 et 18h30. On veut des conflits, 5 conflits par jour. Bon, en tout cas, on y va. Et puis moi, je suis d'une nature très optimiste. Alors, on verra bien. Et puis on en fera ce qu'on voudra. Ça reste un outil. C'est à nous de le prendre en charge. C'est neutre à la base. L'homme en fera du bon ou du mauvais. Exactement. Mais ça reste un outil. Merci Flore, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste à union.fr et qu'on peut vous retrouver aussi sur le site mysuitefantasy.com où pour l'instant ce ne sont pas encore des robots qui vous permettent de réaliser vos fantasmes. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Charles. Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Est-ce que vous avez, alors première question, est-ce que vous avez déjà été sur des sites de rencontres ? J'y ai été, mais chez mon côté un peu qui bagote, c'est-à-dire que j'y vais, puis je m'efface, puis j'y retourne. J'ai pas un côté franc pour y aller. D'accord. Et vous avez déjà rencontré quelqu'un Ben non, du coup. Même une nuit Ben non. Parce du que tout. Justement, j'ai ce côté qui me freine. Voilà. Ah bah oui, donc si vous y allez mais sans vouloir aller jusqu'à la rencontre... C'est ça. Et qu'est-ce qui vous fait peur ? Je sais pas, c'est tout nouveau pour moi, c'est quelque chose que je pratiquais pas, donc voilà, donc comme vous savez, moi je suis séparé depuis très très peu, donc finalement... Ah oui, c'est pour ça, il faut... Ouais. Mais c'est bien d'y aller, ça vous permet de... quelque part d'essayer quand même déjà d'être en contact avec d'autres femmes, même si ça va pas plus loin pour l'instant. Oui. Vous êtes peut-être pas encore prêt, vous êtes peut-être pas encore coupé. Peut-être pas encore prêt, ou alors, c'est peut-être aussi le côté casting qui me dérange, je sais pas. Ah oui, le côté catalogue. Agence immobilière. En fait, exactement, ça c'est un peu ça. Beau 3 pièces avec vue sur la mer, charmante. Exactement, maison. il faut se mettre en valeur, tiens, telle position, machin, pour se rendre en photo, etc. C'est vraiment le côté un peu... où il faut se mettre en valeur et... de toute façon, quand vous faites une rencontre dans la vie réelle, faut vous mettre en valeur. Oui. Oui. Après,
Oui, vous avez raison. Après, me mettre en valeur, moi, je n'ai jamais vraiment trop su le faire. Ça s'est fait vraiment naturellement. Donc, Ça dépend si vous avez dans votre vie de tous les jours, vous rencontrez, vous faites des rencontres, laissez faire le destin. Parce qu'au fond, moi je pense que le site de rencontre, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas du tout la possibilité de rencontrer d'autres personnes et puis ou qui sont très à l'aise avec ce mode de fonctionnement. Mais si vous rencontrez, si vous êtes amené à rencontrer plein de gens, laissez faire la vie. Le problème, c'est ça, c'est rencontrer plein de gens. C'est-à-dire que moi, je suis en télétravail. Pour rencontrer du monde, c'est un peu délicat. En télétravail, ça va être difficile. C'est difficile. Ouais, surtout que les plombiers, c'est quand même encore toujours des hommes. Mais c'est vrai, aujourd'hui, Brigitte, tout le monde y va sur les sites internet. Vous avez aussi des journalistes télé, vous avez des médecins, vous avez tous les métiers y sont. Oui, bien sûr. Vraiment. Et à peu près, je crois, les dernières études le prouvent, entre 80 et 85% des Français qui y sont allés au moins déjà une fois. J'ai regardé Charles, il y a été. Oui, non, mais tout le monde. Après, Charles, il n'y croit pas. C'est un Charles, pour l'instant, on sent que vous n'y croyez pas. Mais moi, je pense qu'il faut faire comme vous faisiez dans la vraie vie, c'est-à-dire vous y allez, vous mettez votre profil et puis vous attendez qu'il y ait une femme qui vienne vers vous. Je peux attendre longtemps, Brigitte. Non, pas forcément. L'homme est proactif un peu là-dedans. Vous disiez un jour que l'homme est un chasseur, les hommes, ils chassent. Il y a un site où c'est quand même les femmes qui y vont. Sur Glidden. Non, c'est pas Bumble. c'est Adoptoma. Enfin, ça a changé. C'est une catastrophe. C'est faire le premier pas. C'est vraiment plat, triste. Je vois que vous êtes un habitué. Je connais très bien. Je ne vais pas faire le malin. Je connais très bien les sites internet de rencontres depuis très longtemps. Je me suis même marié via un site internet de rencontres. Et donc ça peut marcher. Et je vous assure que ça marche. C'est-à-dire maintenant, les pourcentages de mariage, c'est X% de rencontres internet, Brigitte. C'était étudié. Ça reste encore minoritaire. Oui, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc la preuve que ça marche. 15-20%. Mais oui, preuve que ça marche. Même moins, 15%, je dirais. Oui, mais preuve que ça marche. Les gens peuvent faire partie des 15%. C'était pas... C'est en croissance en plus. Oui, c'est en croissance. Mais enfin, 15%, c'est mais preuve que ça marche quand même, Brigitte. On peut faire partie des 15%. Je suis d'accord, mais c'est pas non plus 50%. Bah oui. C'est encore... Ça reste le lieu de travail et les études qui sont numéro un. Ça reste le lieu de travail et puis les vacances aussi, encore un peu. Mais moins, c'est vrai. Bon, bref, toujours est-il que là, vous échappez à vos deux autres questions, Charles. Non, pas du tout. Vous n'y échappez pas. Est-ce que vous aimez regarder des films pornographiques ? Ça m'est arrivé d'en regarder, évidemment. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, je regardais. J'étais avec mes collègues en astreinte parce que j'étais pompier volontaire. Je peux vous dire que dans ces milieux-là, ça mettait le feu dans la caserne. Exactement, c'est ça. Ça mettait le feu. Non, mais vous voyez. Alors c'est rigolo, le nombre de métiers où il y a beaucoup d'hommes et qui regardent des films porno, même au Sénat. Ah bah oui, les politiciens se gênent pas. Bon, d'accord. Très bien, ça c'est une vraie réponse sincère, Charles, merci. Et dernière question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme, les fesses ou les seins ? La courbure, oui. La courbure des reins, ouais. Donc c'est les fesses, quoi. Ouais, les fesses, oui, les fesses. Mais bon, quand c'est une belle courbure, c'est joli aussi. Bah oui, mais s'il y a une belle courbure, c'est qu'il y a des fesses. Il y a des fesses. Faut que ça rebondisse après la courbure, sinon. Voilà, c'est ça. Mais après, est-ce qu'il y a des talons en aiguille qui les mettent en valeur encore plus, ou est-ce que c'est naturel, ou est-ce que voilà. Ça. On sait tricher, nous. C'est hot. Bon, vous pouvez poser une question à Christophe Médicis, il vous écoute. J'ai une très belle courbure, Charles. Vous êtes pas mon style, je suis désolé. Moi, j'ai une question par rapport à l'écologie, justement. Oui. Quand vous dites écologie relationnelle, qu'est-ce que vous entendez par écologie ? Parce que moi, l'écologie dans ma tête, c'est faire le tri sélectif. C'est mettre des filtres avec des poubelles jaunes et des poubelles, vous voyez. Donc, l'écologie, c'est la même chose que l'écologie que vous connaissez, vous, Charles, c'est-à-dire au niveau de l'environnement naturel, mais au niveau de vos relations. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans ma méthode haute qualité relationnelle, j'ai un des premiers concepts de ma méthode qui s'appelle les cercles de qualité relationnelle. On a différentes relations. Vous voyez ce que je veux dire ? Les relations privées, les amis, les amours, la famille, les relations de copains, c'est un peu plus loin, les relations au travail, les relations... Bref, bon. Eh bien, dans ces relations-là, d'abord, il faut évaluer la meilleure distance relationnelle.
et ça c'est de l'écologie relationnelle, il y a des relations toxiques dans certaines de ces relations-là. Or, c'est ça l'écologie relationnelle, c'est faire attention à la façon dont on vit nos relations. Brigitte connaît ça aussi bien que moi. C'est qu'une relation, Charles, nous en sommes toujours co-auteurs, co-scénaristes, co-responsables. Donc il y a une partie de vous qui a la main verte ou pas, et l'autre aussi. Mais il y a l'autre dans la relation. Et l'écologie relationnelle, c'est... Alors il y a un terme que j'emploie, c'est pas une cure, mais c'est un cure, c'est faire chaque année un check-up relationnel. Est-ce que cette relation est toxique pour moi ou est-ce que cette relation est bénéfique pour moi? Vous voyez, c'est ça l'écologie relationnelle, c'est nettoyer son jardin relationnel. Je suis clair? Oui, ouais, je vois très clair. Ouais. Alors vous pouvez mettre ça dans la poubelle jaune ou la poubelle verte. Les relations que vous mettez à la poubelle, vous les mettez à la poubelle. Vous les mettez à la poubelle, voilà. Non, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait penser à ça. Et bon, après, ça peut être aussi dans l'écologie, dans comment on fait en famille aussi. Hein. Je pense qu'on peut appliquer à tout ce qui est verbal aussi. On met des filtres aussi là-dedans, hein, c'est-à-dire pas tout dire non plus, quoi. Oui, c'est ça la meilleure distance relationnelle. Vous commencez déjà à faire de l'écologie relationnelle, vous voyez, à me dire dans ma famille avec qui je me sens bien, avec qui je me sens moyen, avec qui je me sens pas bien. Elle parlait dès le début de l'émission, Brigitte, de confort, d'être bien ou pas bien. Voyez, avec soi-même déjà, pour savoir si on est bien. Charles, en fait, la définition de l'écologie, c'est étude des êtres vivants avec leur milieu. La définition de l'écologie relationnelle, ce serait étude des êtres vivants avec leur entourage. Exactement. Voilà. Okay. 20 sur 20. Merci Charles. Merci Charles. Merci à vous. Merci. On retrouve Sophie dans un instant sur Sud Radio et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. Grand site de Webcam Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christophe Médicis, fondateur de la haute qualité relationnelle, nous évoquons en amont avec vous sur Sud Radio cette journée particulière que anime Christophe Médicis le 1er juillet à Paris. Si vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez aller sur le site christophemédicis.com. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors justement, vous avez eu des problèmes relationnels, c'était au niveau de votre métier, c'est ça? Ah oui, j'étais aide médico-psychologique dans un foyer de vie pour personnes en situation de handicap. Et j'ai vécu un véritable cauchemar, du harcèlement moral, des violences physiques, verbales. Mais par des collègues? Oui. En fait, c'est un milieu professionnel qui est déjà par lui-même doit être dur, j'imagine. Oui, c'est très difficile. Surtout que nous, on était dans un foyer les plus difficiles de la Corrèze et voilà. Et qu'il y ait des personnes qui n'aillent pas bien, hein, parce que très souvent quand quelqu'un harcèle ou quand quelqu'un c'est souvent parce qu'il n'est pas bien avec lui-même. Alors ça peut être un pervers narcissique certes, mais c'est pas forcément toujours ça. C'est quelqu'un qui de toute façon a un mal-être qu'il projette sur son entourage. Oui, ce que vous dites, vous savez, ma méthode est une méthode qui améliore les relations qu'on appelle la qualité de vos travail, vous voyez. Et vous étiez en souffrance, mais vous nous avez dit, c'était même au sein de votre équipe, on est d'accord, c'était les collègues qui vous faisaient subir ça. Voilà, parce qu'en fait, moi, je suis rentrée là-bas par mes propres moyens après avoir passé mon diplôme. Et c'était mon premier poste. J'avais fait mon contrat élève pro là-bas. Et donc le souci c'est que quand elles ont su que je passais en contrat pro, puisqu'au début j'avais interdiction d'en parler, et le problème c'est qu'en fait ces personnes-là elles font rentrer que leurs connaissances à elles. En fait dans ce foyer c'est une secte, c'est que des connaissances. Dès qu'on arrive de l'extérieur on n'est pas accepté quoi. Et moi j'ai vécu un enfer quoi. Vous étiez l'intruse. Et vous en êtes rendu compte comment au départ, par le corps? Tout de suite. Si vous voulez, elle me sabotait en... Non, oui, pardon. S'il vous plaît, parlez de vous. Vous voyez, ça c'est déjà une première erreur. Oui. C'est que finalement, au lieu de revenir à ce qu'on a ressenti, à ses émotions, à ce qu'on a pensé, tout de suite on parle des autres. Et là déjà, on ne peut pas être en relation avec soi-même si on parle des autres. Moi c'était l'émotionnel, hein. J'ai tout porté... dans mon ventre, dans ma tête, dans mon cœur. Donc vous aviez mal au ventre, vous n'aviez pas envie d'y aller, j'imagine? Le matin, les derniers temps, c'était, je vomissais avant de partir. Enfin, je vous en passais des meilleurs, mais j'y allais en reculons. C'était juste horreur, quoi. Bon, donc là, vous aviez réellement tous les éléments pour savoir que vous étiez mal.
Oui, j'ai fait une grosse dépression juste après. Et donc, pourquoi vous n'avez pas réagi avant justement de faire cette grosse dépression? Vous voyez, pourquoi vous vous êtes laissé sombrer finalement? Encore une fois, je suis pas en train de vous critiquer, Sophie. Hein. Non, mais bien sûr. C'est juste. Non, je voulais tenir, quoi. Je voulais aller au bout de ce contrat et voilà, quoi, parce que le côté financier était important. Ce qui est important à comprendre, Sophie, c'est que dans ces moments-là, il faut trouver de l'aide. Et on peut toujours trouver de l'aide. C'est pas forcément facile, hein, mais on peut toujours trouver de l'aide. Il faut absolument trouver de l'aide parce que sinon vous êtes face à quelque chose qui va forcément vous faire sombrer. Et Sophie, je vois tellement de gens qui vivent ce que vous vivez. Et c'est vrai que la pente naturelle, j'ai bien expliqué, parfois c'est quand on est mal comme ça, on a une propension au repli sur soi. Et vous dites quelque chose de très juste, c'est pas les feignants qui font une dépression lorsqu'ils sont harcelés, c'est pas les tirs au flanc, c'est les bosseuses, c'est les bosseurs, c'est ceux qui veulent encore y croire et qui coûte que coûte se disent mais je vais quand même, malgré tout, bien faire mon travail. Et alors, ils dénient. Vous avez dénié pendant un temps. Vous sentiez que vous étiez pas bien, vous y alliez quand même. Je suis claire ou pas, Sophie? Eh ben, le déni fait des dégâts. Et jusqu'à ce que vous craquiez, ben voilà. Mais Sophie, il y a vraiment un message que je veux faire passer parce qu'il est essentiel. Accepter de reconnaître qu'on est vulnérable, c'est une force. Oui, je sais. Je sais bien, mais moi, sur le moment, je me suis acharnée. Je sais bien. Et matin, en arrivant sur la route, j'ai fait un blocage complet. En fait, j'ai fait un genre de burn-out. Je suis arrivée à 500 mètres du boulot, je peux pas y aller. J'ai fait demi-tour. Voilà comment ça s'est terminé. Mais vous savez, je dis souvent, moi, dans des conférences, que jusqu'à il y a 15 ans, quand nous, les centres de formation, les formateurs, les coachs, on nous appelait comme des pompiers. Vous savez, et moi, à qui je rends à César ce qui est à César, avant les suicides chez Orange, France Télécom, et les plus anciens d'entre nous s'en souviendront, fin des années 2000, on s'en foutait royalement. Les DRH et les PDG, tu leur parlais de ça, tu leur disais, mais écoutez, c'est des feignants, ça n'existe pas, ces choses-là. Puis il y a eu la vague de suicides. Rien à foutre, hein, je vous assure. On est bien d'accord, c'est ce que je vous dis. Qu'on soit bien clair, parce que j'ai alerté la direction, etc., et rien n'a été fait. Il y a un changement d'unité qui avait été demandé pour moi, pour que je sois soulagée que je change d'aile. Rien n'a été fait. Rien. Ils n'ont rien respecté, ni de l'inspection du travail, ni de la médecine du travail, poste adapté, rien. Enfin, du coup, ça a été le pétage de câble, quoi. Voilà. Oui, bien sûr, mais il fallait demander de l'aide auprès de quelqu'un peut-être extérieur, justement, pour c'est ce que j'ai fait auprès du médecin du travail. Donc, il a demandé des changements de poste, ce genre de choses, mais ça m'a pas... Enfin, voilà. Bon. Et vous voyez, Sophie, tout le sens de la journée de séminaire que je propose le 1er juillet, c'est à dire à tout le monde, et je veux vraiment que ce message passe chez tout le monde aussi, en fait, l'écologie relationnelle, ce n'est pas le modèle dominant. Ce n'est pas le modèle dominant. Et c'est celui que nous prônons, nous, parce qu'on a cette volonté-là. Mais voyez bien que dans bon nombre de secteurs d'activité, vous parlez de vous, mais dans plein d'autres, ce n'est pas le modèle dominant. Vous êtes OK, Sophie, avec ça? Ah oui. Ah ben oui, et voilà. Voilà pourquoi le 1er juillet 2023. Voilà pourquoi. Mais Et puis c'est pareil, je me suis coupée de plein de choses. Hein. Je me suis coupée de plein de gens qui étaient toxiques, avec qui je me sentais pas bien. J'ai vraiment fait un gros balayage là. Ça a été... La thérapie EMDR m'a beaucoup aidé à me poser et à enlever tout ce qui était négatif, quoi. Oui, et puis le EMDR vous a certainement aidé à effacer le traumatisme, parce que c'est de toute façon toujours un traumatisme. Mais en même temps, c'est, comme je le dis souvent aussi, c'est une expérience certes négative, mais c'est une expérience et on en fait quelque chose. Oui, tout à fait. Vous ne serez pas amené, je pense, à accepter de retravailler dans de mauvaises conditions. Ah, mais surtout que le soin, c'est terminé pour moi. Enfin, là, j'ai repris mercredi dernier dans une entreprise parce que j'ai mon taxi et que j'étais ambulancière et taxi. Donc, j'ai repris pour faire essentiellement que du taxi, et encore parce que c'était un ami qui avait vraiment besoin d'aide pour un surcroît de travail. Donc, j'ai accepté de le faire, mais je peux vous dire que j'ai des appréhensions. Bon, ça se passe très bien, hein, mais j'ai des appréhensions. Des fois, je stresse. Alors, Sylvie, autre conseil que je peux vous donner. Les choses ne se représentent jamais de la même manière, sauf si on craint que ça se représente de la même manière. Et à ce moment-là, on projette ce qu'on craint. C'est pareil en amour, hein, c'est pareil dans tous les domaines. Si vous restez sur la peur que ça se reproduise de la même manière, ça va peut-être se reproduire de la même manière. Si vous êtes confiante, maintenant que vous savez et que vous repérerez en amont, il n'y a aucune raison que ça se représente de la même manière.
Ouais, mais là c'est différent. Bon, déjà c'est un ami, c'est quand même, on se connaît depuis des années, on a travaillé plus de 10 ans ensemble. Donc bon, là je suis pas allée sans. D'accord, mais c'est pour ça que je vous dis bien, laissez tomber le passé et regardez vers l'avenir sereine. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Il faut pas essayer, il faut y arriver. Oui, je sais. Non, mais c'est important, vous savez, les mots qu'on utilise, parce qu'ils s'ancrent dans notre cerveau et ils guident nos actions. Donc c'est important. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu. Je vous en prie. Je comprends. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci beaucoup. Merci à vous. À Merci bientôt. pour vos bons conseils. À bientôt. On continue à vous donner tous les outils pour être en bonne relation avec vous-même au 0826 300 300. Petite devinette, quelle est la différence entre un sanglier qui pèse 130 kilos et une femme de 130 kilos? Moi, je sais. Vous savez, vous donnez la réponse après les infos. Faites le malin. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes en compagnie de Christophe Médici et nous vous aidons à être en bonne relation avec vous-même, en HQR, comme il dit si justement Christophe Médici. Vous pouvez réagir, bien sûr, venez parler de vous, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est bien connu, 0826 300 300. Alors, quelle est la différence, c'est ma devinette du jour, entre un sanglier qui pèse 130 kilos et une femme qui pèse 130 kilos? Vous vous rappelez plus. En fait, c'est très très simple. Les hommes vont toujours se vanter d'avoir tiré un sanglier de 130 kilos, jamais une femme de 130 kilos. Vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord. Oui, ça me paraît. C'est peut-être pas forcément le plus beau tableau de chasse. On est d'accord. Bonjour Aïcha. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Aïcha. Dépêche-toi, comme dirait la chanson. Non, c'est pas ce qu'il dit. Je sais plus ce On qu'il vous dit. l'a fait 1000 fois, non? On vous l'a fait 1000 fois. Minimum. Oui, c'est ça le problème, quand on a un joli prénom qui devient un tube Un tube là, planétaire. c'est fini. Oui, mais ça m'a bien aidé à une époque. À l'époque, le fait de dire mon prénom, Au moins, les le gens connaissez. étaient tout de suite agréables. Tout de suite. Voilà. Oui, c'est ça. Vous tombez bien, Brigitte et moi, on adore la chanson. Oui, donc, Et moi, j'adorais ce prénom avant. Et ça veut dire quoi? Parce que tous les prénoms maghrébins veulent dire quelque chose. Ça veut dire quoi, Aïcha? Alors Aïcha, c'est la vie. C'est beau. Tout ce qui est vivant, c'est la vie. Ce qui est vivant et la vie, c'est beau. C'est beau. Oui. Ouais, c'est beau. Bien, je l'entends. Ouais, oui. ouais. C'est notre réalisateur qui vous rend hommage, Aïcha. Ah, il est gentil. Je l'embrasserai pour moi. On vous l'embrasse, c'est promis, on l'embrassera de votre part. Merci. Alors, est-ce que vous êtes en bonne relation avec vous-même, avec votre prénom déjà? C'est bien. Oui, avec mon prénom, tout va bien. En fait, moi, mon souci, c'est que je vais être super en bonne relation avec les autres, même trop, en fait. Parce que parfois, je vais devancer les attentes et les demandes des autres. Ouais. En fait, Mais pour vous, quand on me demande- pour vous faire plaisir, ça vous fait plaisir d'être en avance et d'aider les autres? Parce que ça peut être aussi votre mission. Oui, ça me fait plaisir. Bon, ça me donc fait c'est bien. plaisir et j'aime rendre les gens heureux. Bon, donc c'est bien. C'est ça qui est toujours à voir. Après, chacun, vous savez, moi je fais beaucoup d'astrologie, on a tous des planètes dans certaines maisons et donc on a des missions qui sont différentes. Oui, ça me fait vraiment plaisir de faire plaisir aux Le gens. seul truc, Aïcha, c'est lorsque c'est excessif. Est-ce que parfois c'est too much, vous le faites trop souvent et pas toujours à bon escient? Exactement. Et voilà En le fait, problème. Comme je vais penser, Et là, on n'est les plus dans demandes l'écologie relationnelle. Vous voyez, Aïcha, pour vous, Oui. vous n'êtes plus en Oui, écologie c'est relationnelle ça. avec vous. Moi, j'appelle ça dans la méthode les rois et les reines des faux oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lorsque vous dites oui à quelqu'un alors que c'est non que vous avez désiré et que vous avez besoin de lui dire. En fait, quand je dis oui, c'est un oui sincère et je le pense vraiment. C'est ensuite, en fait, une fois que j'ai dit mon oui et que je regarde mon agenda, je me dis mais pourquoi j'ai été dire Mais oui oui, alors que c'est en ça fait, un faux oui. Pourquoi je lui ai encore dit oui alors Oui, qu'il mais pouvait ça pas veut dire que vous ne savez pas dire non. Parce que Oui. sinon, vous diriez non. Parce que votre agenda, vous l'avez en tête. Au moment où vous dites oui, vous l'avez évidemment en tête, votre agenda. oui. Vous voyez, mais votre difficulté à dire non fait que vous oubliez votre agenda et vous dites oui. Vous voyez C'est ça, en fait. le C'est conflit un oubli, intérieur. c'est pas, voilà, c'est ça. C'est un oui, comment dire. Poli. En fait, c'est même pas poli, c'est enthousiaste. C'est un oui enthousiaste, je suis heureuse de faire plaisir. Et c'est vrai que j'oublie presque mon agenda. Et c'est une fois que j'ai dit oui que j'ai raccroché au téléphone, où je me dis, mais pourquoi tu as dit oui?
Vous voulez que je vous donne un petit coaching? Parce que vous ne saviez pas dire non. Ouais. Vous voulez que je vous donne un petit jeu à faire? Un petit jeu? Parce qu'en fait, voilà, la base de votre problème, il vient d'un ce qu'on appelle les programmes. Ça vient de très longtemps. Vous êtes ce qu'on appelle une fait plaisir. Vous voyez? Elle est toujours là, Aïcha? On a peut-être perdu Aïcha. Peut-être qu'on va lui dire après. Mais on continue à parler de nous. Elle est là? Bon. Elle nous entend, Aïcha? Oui, je suis là. Ah bon, d'accord. Et en fait, peut-être que là, le petit coaching que j'ai envie de vous donner, vous allez apprendre. Brigitte a tout à fait raison. Elle met exactement, pointe du doigt comme souvent, exactement. Il faut que vous appreniez à dire non. Et pas avoir de la culpabilité quand vous dites non. Bah déjà, avant de dire non, quand vous allez dire oui, dites il faut que je vois si je peux. J'ai envie de te rendre plaisir, de te rendre service, mais il faut que je vois que c'est possible, que ce soit possible pour moi. Oui. Vous voyez? C'est vrai. Oui, c'est ce que je suis en train de travailler. Oui, parce que quand on dit oui à quelqu'un alors que c'est non qu'on a besoin de lui dire par X raisons, vous savez à qui on dit non à ce moment-là? À soi-même. Et c'est très mauvais pour son estime de soi. C'est une catastrophe. Alors le problème là, c'est il va pas falloir continuer à jouer avec son estime de soi comme ça, Aïcha. Voyez. C'est ça. Oui, non mais j'en prends conscience. J'essaie de travailler dessus. Est-ce que vous savez d'où ça vient, cette tendance à dire oui tout le temps? Je sais que je ne supporte pas qu'on me dise non. D'accord, et pourquoi? Parce qu'une fois, mon père, quand j'étais enfant, m'a dit non et c'était un non très violent. Et moi, en fait, dès qu'on me dit non, je ressens toujours cette violence. Et donc, vous ne voulez pas faire subir aux autres ce que vous avez subi? Oui, on est d'accord. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous diriez non comme votre père vous l'a dit? Est-ce qu'il m'a dit quoi? Excusez-moi. Est-ce que vous diriez non aux gens comme votre père vous a dit non? Non. Ben non, évidemment. Non. Je mettrai les formes. Ouais, ben voilà, vous ne reproduiriez pas. Donc voyez bien que il faut absolument que vous arriviez à guérir cette blessure, ou en tout cas à la cicatriser. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez dire non, parce que de toute façon, vous ne direz pas non de la même manière. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre, parce qu'au fond, là, vous êtes marqué par quelque chose à tel point que vous pensez que dire non à quelqu'un, ce serait lui faire le même affront. Alors que c'est totalement faux. Sur un plan rationnel, c'est totalement faux. Vous êtes bien d'accord? Oui, tout à fait. Mais c'est très difficile. Vous savez, ça fait quelques années que j'en ai pris conscience, peut-être 2-3 ans. Et c'est encore difficile. Mais c'est toujours un travail sur soi que de progresser. Vous êtes en chemin, vous progressez, vous vous questionnez, vous êtes sur la phase de la conscientisation et vous changez. Donc vous êtes sur la bonne voie, Aïcha. Et le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, comme dit le poète. Donc apprenez, faites des stages, faites des coachings, des thérapies, des analyses que vous voulez. Mais vous êtes en chemin. Oui, enfin, je crois que ce qui vous empêche d'avancer, là, pour l'instant, Aïcha, c'est que vous avez compris sur le plan intellectuel, vous avez trouvé, en imaginant que ce soit la bonne raison, sur le plan intellectuel, vous l'avez trouvé. Mais vous n'avez pas, à mon avis, suffisamment élaboré ce que, émotionnellement, ça a cassé en vous. Je pense que oui, vous avez raison, ça a cassé quelque chose en moi. Et c'est ça qu'il faut réparer. Parce que quand ça s'est passé avec votre père, ça a dû vraiment laisser quelque chose en profondeur, casser quelque chose. Et c'est ça qu'il faut réparer pour pouvoir après être capable de dire non. Parce qu'au fond, si vous dites non à quelqu'un, vous avez l'impression que que l'autre va à nouveau vous dévaloriser ou vous abandonner ou ce que vous avez senti que votre père faisait en vous disant non. Est-ce que je suis assez claire? Oui. En fait, pour moi, le dire non, c'est un manque d'amour total. Et ben voilà. Donc, si vous dites non à quelqu'un, il ne vous aimera plus et vous allez le perdre. Et c'est pour ça que vous ne savez pas dire non. Et là, on revient à l'enfant intérieur. Vous voyez, Aïcha. Ouais. Et la petite fille, et c'est elle qu'il faut guérir.
Mais ça se travaille, tout ça c'est du boulot. Ouais. Prenons ça comme quelque chose de positif, tout ce qu'on vous dit, Brigitte. Oui, mais bien sûr. C'est génial, c'est devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est pour ça que pour l'instant, moi je vous conseille pas de dire non parce que ça, c'est trop violent pour vous. Mais dites. dire, je vais réfléchir et je te réponds plus tard. Voilà. Hein c'est déjà. Voilà. Et là, comme ça, vous protégez et vous protégez l'autre. Hein, et puis, oui, c'est vrai. Et puis après, vous regardez et puis vous lui dites, écoute, non, aujourd'hui, ça serait vraiment pas. Vous lui renvoyez un message par écrit, ce sera plus facile qu'en direct, parce qu'en direct, ça touche notre émotion. Quand on parle à quelqu'un, on parle avec notre émotion, même si on s'en rend pas compte. Quand on envoie un SMS ou un mail, et c'est pour ça que de plus en plus les gens envoient des mails et des SMS, on n'est pas directement relié à ses émotions. C'est vrai. C'est plus facile d'envoyer un SMS désagréable que de dire de manière claire quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça qu'on rompt par SMS. Par exemple, oui. Quand il y a un SMS. Ouais. Et oui. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est pas bien. C'est vrai que les personnes. Non, c'est pas bien parce que. Mais par contre, moi, si on doit rompre avec moi, je préfère par SMS parce que j'ai pas envie de me retrouver face à la personne et de m'effondrer et pleurer comme une madeleine. Et alors, puisqu'il vous quitte, qu'est-ce que ça peut faire ? Si vous laissez si vous laissez exprimer votre souffrance, elle fera moins de dégâts à l'intérieur du corps. Hein. Ah, j'avais pas pensé à ça. Eh oui. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, Aïcha. C'est une très jolie phrase d'origine. Si vous dites pas sortir d'eux, ça va s'imprimer dans le corps. Oui, c'est vrai. Émotion, ça vient de mouvoir. Émouvéré. Donc il faut que ça circule, une émotion. Ouais. Mais c'est vrai que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, je vous assure. C'est vrai. Merci en tout cas. Merci Aïcha. Merci pour vos conseils et je vais devenir une personne meilleure grâce à vous. Merci à vous. C'est notre objectif. Merci. Allez, on se fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. En compagnie de Christophe Médici, psychosociologue, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et donc conférencier. Vous organisez beaucoup de stages dans différentes villes de province et le 1er juillet, c'est à Paris. Pour ceux qui ont envie de s'inscrire, n'hésitez pas, vous allez sur le site de Christophe Médici, christophemédici.com. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Aurélie. Bonjour. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Vous êtes en bonne qualité relationnelle avec vous-même ? Alors oui, depuis quelques 5-6 ans, voilà, je me suis remis en question sur plein de sujets. Je pense être en phase avec qui je suis vraiment, mon âme, mon corps, tout est aligné. Et bizarrement, moi ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que des gens qui m'accompagnaient dans ma vie depuis à peu près toujours, depuis l'école primaire, collège, qui m'ont été à mes côtés quand j'allais mal, quand j'étais pas bien. Alors jusque-là tout va bien, tout est normal, mais où j'étais dure envers moi, envers les autres, dans le jugement. Oui. Depuis le jour où je vais mieux, où je suis plus apaisée et apaisante, je pense. C'est des gens qui sont sortis de ma vie sans bruit, sans cri, sans dispute et sans explication, surtout. Et vous en souffrez ? Beaucoup. Oui. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, Aurélie, et c'est malheureusement ce qui peut arriver. Parce que quand vous n'étiez pas bien, vous aviez sans doute des endroits où les autres pouvaient prendre le pouvoir et pouvaient profiter de vous. Et du moment où vous vous alignez, eh bien, ils ne peuvent plus s'accrocher à ces endroits-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont et ils cherchent une autre proie. Donc c'est plutôt bon signe, ceux qui sont partis. C'est en ça que j'essaye de me consoler comme ça, mais c'est quand même bizarre parce que à cette époque-là, j'étais très dans le jugement, j'étais quelqu'un de dur, de pas forcément sympa, et plus leader en plus, voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est pas cohérent comme attitude finalement. Accompagner un leader, quelqu'un de moins bon finalement. Ça fait pas sens. Oui, mais Aurélie, vous avez changé.
Oui, j'ai changé. Après, je me dis peut-être que c'était des sauveurs et que j'étais plus à sauver aussi. Si vous voulez, si vous voulez. Mais de toute façon, vous avez changé, donc votre entourage change. C'est ça, Aurélie. Ça me fait penser à une phrase du rappeur Wiz Khalifa. Vous savez, il dit dans une de ses chansons, certaines personnes rendent ta vie meilleure en entrant dans ta vie, alors que d'autres rendent ta vie meilleure en sortant. À un moment donné, quand vous évoluez, quand vous changez les relations d'un instant X, si l'autre change ou pas d'une autre manière, elle n'a plus de sens. Et pour l'un et pour l'autre. Et c'est pas grave, il y a 8 milliards d'humains sur la Terre. Et si vous vous disiez, eh ben c'est la porte ouverte à d'autres personnes qui vont rentrer dans ma vie, qui me ressemblent, qui sont plus faites pour moi aujourd'hui. Mais je l'entends ça, mais malheureusement, je trouve que aujourd'hui, je trouve très dur de tisser des liens amicaux. Jusque-là, j'ai toujours été déçue des rencontres que j'ai pu faire. Alors, forcément, j'ai changé de région en plus, au moment où il y a eu le Covid, un peu avant. Donc, pour rencontrer des gens, je me rends compte que les gens ont du mal à partir de la trentaine. J'ai l'impression qu'ils ont déjà leur cercle d'amis et de réouvrir des portes, ça leur est compliqué. Une sorte de confort relationnel. Peut-être que c'est vous qui, pour l'instant, avez du mal à aller vers les autres, parce que vous ne faites pas le deuil de... Ah ben j'essaie vraiment. Vraiment, je suis souvent du coup déçue parce que je donne, il y a de l'échange, et puis tout d'un coup, il y a un événement qui fait que... Et souvent, non, on va le dire pas souvent, c'est à chaque fois. L'événement qui fait que les gens prennent de la distance, c'est le jour où ils ont des enfants. Voilà. Et ça, je peux vous donner 4 personnes de qui j'étais proche, très proche, et les 4, dès qu'ils ont eu un enfant, l'éloignement s'est opéré naturellement. C'est-à-dire qu'un enfant, ça prend beaucoup de temps. Et on n'a pas le temps, on dispose tous de 24 heures par jour. Ah si. Un enfant, ça prend beaucoup de temps, je vous assure. J'en ai 4 et j'en ai eu 2 fois 2, mais là j'en ai 2 qui sont très très proches en âge. Et malgré tout, arriver à prendre le téléphone, comme je dis, on a toujours un moment dans la journée où on est assis tranquillement tout seul. On est souvent avec le téléphone ou juste envoyer un petit SMS, ça prend pas beaucoup de temps. Et malgré tout, les gens n'arrivent pas à se donner ce temps-là. C'est peut-être qu'ils se donnent du temps plus pour leur couple et leurs enfants. Et vous êtes peut-être seul, vous. Eh ben non, je suis en couple avec 2 enfants. Oui. Avec un travail. Non, parce qu'en fait, j'estime juste qu'on peut prendre le temps pour ce qu'on veut, tout simplement. Vous avez le culte de l'amitié et des relations extra-familiales. Je peux vous comprendre parce que je trouve que c'est beau, je l'ai aussi. Et d'autres ne sont pas comme ça, Aurélie. À partir du moment où ils fondent une famille, on a l'impression que pour certains, c'est, comme disait Brigitte, ils priorisent tellement ça qu'ils vont complètement même, on va dire, aller laisser pour compte, renier d'autres relations qui, pour autant, moi, ça, pour l'autre coup, ce n'est pas de l'écologie relationnelle. On a différentes scènes dans sa vie et à un moment donné, je peux vous dire, qui peut-être ils en pâtiront. Parce que à un moment donné, se dire qu'ils ont lâché des amitiés sincères parce que c'était uniquement priorisé le mari, la femme ou leurs enfants, eh bien non, ce n'est pas la même chose qu'apporte une amitié qu'un mari. Ce n'est pas la même chose qu'apporte une amie qu'une sœur. Ce n'est pas la même chose. C'est d'autres attributs. Et il faut être dans l'écologie relationnelle au niveau des différents cercles de qualité relationnelle. Je comprends votre déception, mais trouvez des gens qui fonctionnent comme vous. Pouvez-vous partir de cette idée qu'il y a des gens qui fonctionnent comme vous sur la Terre, Aurélie ? Je les cherche. Alors je peux les détecter comment, ces gens-là ? Mais elles existent. Elles existent forcément. Oui, mais tout dépend aussi où est-ce que vous mettez le curseur. Vous mettez peut-être le curseur un peu haut. Si vous envoyez un SMS et qu'on vous répond pas le jour même, c'est pas grave. Ah mais non, mais tellement pas. Non, je fonctionne pas comme ça. J'estime juste qu'on peut s'envoyer des messages un peu plus souvent que pour souhaiter la bonne année et un bon anniversaire. Voilà. Là, vous mettez sur la case victime. Vous programmez déçu. Vous voyez ? Allez, je suis déçu. Et donc ça va continuer à être, Aurélie, si vous êtes que là-dedans. Vous voyez ? On est optimiste. Brigitte disait à un moment donné de l'émission, on construit sa vie par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on dit. C'est clair ou pas ? Demandez à l'univers des personnes qui fonctionnent comme vous. Oui. Vous êtes OK ? Je vais lui demander. Demander. Oui, je crois qu'il faut faire attention de ne pas vouloir que les autres fonctionnent comme nous non plus systématiquement. Et puis, il ne faut pas hésiter, si vous avez envie de parler à quelqu'un, vous lui envoyez un SMS, il ne vous a pas répondu, vous renvoyez un SMS, tu m'as oublié.
Vous voyez, il faut aussi. Je pense que peut-être que vous êtes un peu trop en attente de choses qui n'arrivent pas, et donc vous êtes déçu, et du coup vous êtes déçu, et à ce moment-là vous jugez que vous n'êtes plus dans une bonne relation. Il faut faire attention à ça aussi. C'est que je pense qu'il faut pas non plus trop courir après les gens. C'est un peu chronophage vous savez, moi hier, j'avais un ami qui m'avait promis de me répondre avant dimanche. Dimanche à 19h, il m'avait pas répondu. Je lui ai envoyé un SMS en disant tu m'as oublié. Et puis il m'a répondu une demi-heure après. Je suis désolée, je t'appelle demain. Et il m'a appelé ce matin. C'est pas grave. Il peut m'avoir oublié. C'est pas pour autant que ça ne reste pas un très bon ami. Oui. Vous voyez, on n'est pas parfait. C'est sûr. Vous voyez, soyez peut-être un tout petit peu plus indulgente, je pense. Oui. Mais c'est vrai que on est toujours déçus de toute façon, les 3/4 du temps, par nos amis, nos amoureux. Vous savez, vous connaissez cette histoire, Brigitte, qui dit que, alors c'est horrible à dire, dit que il y a une histoire qui disait que si on entendait nos amis parler de nous, que le jour où on n'est pas là, on n'aurait quasiment pas d'amis. Non, c'est horrible. C'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. C'est une blague, plus ou moins. C'est une blague. Christophe Médici, on fait une petite pause. Merci Aurélie en tout cas. Et le Love Conseil, toute la semaine, je vais vous parler de sexualité normative. Voilà les Love Conseils de cette semaine. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on va parler de la sexualité normative durant toute cette semaine. Vous savez, toutes ces croyances, ces idées reçues sur ce qu'est le sexe. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mythes féminins, enfin plutôt féminins en tout cas, qui sont très handicapants pour les couples. Voilà, premier mythe, l'orgasme vaginal et l'orgasme suprême. Ça, on l'a entendu, on l'entend encore, et c'est vraiment une croyance qui nuit énormément à la libération sexuelle féminine. Pourquoi il serait plus important, pourquoi il serait plus fort? Moi, je pense que ça vient de la nécessité de la reproduction et du machisme, parce que ce serait le pénis qui nous fait monter au 9e ciel et non même plus au 7e. Non, c'est pas vrai. Heureusement, aujourd'hui, les hommes apprécient de plus en plus les cunnilingus et respectent la jouissance clitoridienne. Et je crois que vraiment cette croyance à qui il faut tordre le cou, la jouissance, elle est là ou elle n'est pas là, et cesser de faire des comparaisons, parce que tout ça, ça nuit au plaisir. Autre idée féminine très répandue et souvent masculine aussi, l'orgasme masculin et l'éjaculation ne font qu'un. C'est pas vrai. C'est une erreur assez fréquente. Il y a ce qu'on appelle l'orgasme masculin, donc la jouissance de l'homme, et puis il y a l'éjaculation qui en fait est un réflexe. Une éjaculation, c'est un réflexe. Il peut y avoir un réflexe sans orgasme, comme il peut y avoir différents orgasmes sans réflexe éjaculatoire. Comprendre ça permet aussi de mieux comprendre la sexualité masculine, qui est plus complexe qu'on ne le croit, et c'est d'ailleurs le sujet qu'on abordera demain avec Eric Haller. Oui, Christophe. Non, très bien, parfait, j'apprends des choses. Je suis entièrement d'accord qu'il y a différentes manières d'avoir des orgasmes, bien sûr. Mais absolument. Voilà, donc toute la semaine, on va couper le cou à certaines idées reçues sur la sexualité. De temps en temps, il fallait bien tordre le cou à toutes ces croyances stupides. Nous sommes avec Isabelle maintenant, et Isabelle, vous aviez, ou peut-être que vous avez encore, une amitié de 25 ans, c'est pas rien. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Isabelle. Bonjour. J'ai écouté un peu l'émission et en fait je me suis, ça m'a fait penser à la personne qui avait juste avant moi, qui est intervenue parce qu'elle demandait à ce que ses amis, si je raccourcis, et je prie de m'en excuser si j'abîme un petit peu son raccourci, que ses amis prennent pas soin d'elle en fait, c'est un petit peu ça. Et et en fait, je peux entendre une partie de ce qu'elle disait, parce que je pense que quand vous parlez d'écologie, c'est aussi dans les relations, c'est aussi vrai dans l'amitié. Et moi, j'avais une amitié très très forte de 25 ans, quelqu'un que j'aimais profondément. Et elle a eu une maladie assez terrible, la dépression. Et j'ai toujours pensé durant une partie de la fin de l'évolution de notre relation qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je n'arrivais pas à le quantifier, j'arrivais pas à savoir ce que c'était, mais je sentais qu'il y avait
il y avait quelque chose, vous savez, une truffe, hein, et qu'il y avait quelque chose de pas sain, de pas bon, de pas. Et je pense, sans le vouloir, par ce que je suis, je pense que la relation tournait vers de la jalousie, pas forcément une jalousie affirmée. Non, c'était quelque chose de. Elle qui était un peu jalouse de vous? Oui, je pense. D'accord. Je pense. Oui. En tout cas, pas forcément une jalousie je veux ce que tu as. Non, mais une jalousie de bien-être, parce que je pense qu'elle traversait quelque chose qui était difficile et que voilà, le bien-être de l'autre, vous savez, c'est pas de la jalousie. Je vois pas le terme. Je trouve que le mot n'est pas juste, parce que ça fait très enfantin. Oui, mais votre bien-être l'a dérangée. Voilà. Oui. Elle était trop dans une situation un peu difficile pour qu'elle puisse apprécier ma relation tranquille. Voilà, je veux le dire un peu comme ça évitera d'utiliser ce mot que je trouve pas heureux. Et donc un jour, moi j'ai vécu un moment assez compliqué, très très douloureux. Et cette personne m'a envoyé, moi je lui ai exprimé mon mal-être. Et je pensais qu'elle allait venir m'aider, puisque voilà. Et en fin de compte, cette personne, comme elle traversait elle-même quelque chose de difficile, ou alors je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pu dire qui a généré ça, elle m'a envoyé un SMS assez véhément et avec des mots comme ton humour, comment dirais-je, c'est des mots pas neutres. Déplacé, ton humour à la con. Non, ton humour perfide. Ah oui. Vous voyez, c'était un mot qui m'avait, mais je n'avais pas compris qu'est-ce que ça pouvait être, mais quand je l'ai lu la signification, je me suis sentie très blessée en fait. Et la relation, donc évidemment, moi j'ai fait un blocus. Hein, moi j'ai fermé les écoutilles. C'est pas possible. Bon, ok. Donc j'ai fermé, j'ai verrouillé tous les appels et tout ça. Et je l'ai vraiment rongé comme quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, parce que autant de fois qu'on a aimé, autant de fois j'ai l'impression qu'on souffre. Hein, et donc c'est pour ça que je comprends la personne d'avant qui se dit est-ce que je compte pour ces personnes-là? Pourquoi et je pense que tout simplement, alors bon, maintenant ça fait maintenant 3-4 ans, c'est toujours douloureux. C'est toujours parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément. Je ne peux pas ne pas aimer quelqu'un que j'ai aimé, c'est pas dans ma nature. Mais je l'aime, mais je sais que tout ce que je vais représenter pour elle, ça va être quelque chose qui va lui faire de la peine, et que moi la relation, elle est plus saine. Elle a perdu de son truc, et comme j'ai malheureusement beaucoup de rancune en moi, donc ce qui ne va pas arranger la situation. Mais je crois aussi que avec l'âge, je deviens un peu plus âgée. Je crois que je ne satisferai pas de relations dont la personne n'a pas réglé ses propres problèmes. Je ne suis pas le tapis sur lequel on peut s'essuyer, ni le punching ball sur lequel on peut s'appuyer en permanence. Je pense que c'est ce qu'il faut pas dans une manière un peu tendue ni agressive, parce que moi je suis passée par toutes ces phases. Hein, pour moi j'ai perdu une personne importante. Ouais. Oui, bien sûr, c'est évident que vous avez perdu une relation, mais sur le moment vous n'avez pas su communiquer réellement clairement. Peut-être qu'il aurait été bon de communiquer clairement, et peut-être que vous auriez pu mettre les choses à plat. Vous l'avez pas fait. Aujourd'hui, je crois que la relation elle est finie. Je pense que c'est à vous d'en faire le deuil, et encore une fois, comme le disait tout à l'heure Christophe Médicis, on perd des amis, mais on en découvre d'autres. Vous êtes passé à autre chose. Cette relation, elle a eu sa beauté. Essayer de la faire durer malgré tout, c'est perdre du temps. Parce que... Puis Isabelle, vous savez, si je peux me permettre, l'amitié, c'est quelque chose de très précieux. D'ailleurs, Nietzsche disait sans la musique, serait une erreur, la vie serait une erreur. Moi, je pense que c'est sans l'amitié que la vie serait une erreur. Mais l'amitié, elle n'est pas forcément la même au fil de l'eau d'une vie. Et comme on le dit souvent avec Brigitte, une relation, ça a une durée de vie aussi, ça peut mourir. Et ce n'est pas grave. Il y a une chose qu'il y a souvent dans les relations, il faut le dire, et ça justement puisqu'on affine au niveau de l'écologie relationnelle, parfois vous avez des relations qui sont à dominante verticale. J'entends par là qu'il y a dans certaines relations, et un certain nombre, des jeux de pouvoir. Et il y en a un qui se croit au-dessus et l'autre en dessous. Vous voyez, dominant, dominé. Et moi je pense, alors là sincèrement,
Les fausses amitiés peuvent marcher comme ça, avec tout ce qu'on a pu dire, là, les complexes, la jalousie, l'envie, elle a mieux, il a moins, il a plus. L'amitié, normalement, ne devrait pas avoir de jeu de pouvoir. L'amitié n'a pas de ranking. L'amitié, elle est horizontale. Je plus, tu plus. On est à égalité dans une amitié. Ça, c'est la vraie amitié HQR, haute qualité relationnelle, à mon sens. Elles sont pas nombreuses, hein. Mais Isabelle, si j'en crois votre témoignage, et j'ai aucune raison de ne pas le croire, moi, ce qui me semble assez clair, c'est que cette femme, qui en effet était certainement un peu envieuse de votre bien-être, à un moment donné, elle a vu que vous aviez un genou à terre et elle vous envoie quelque chose de perfide. Excusez-moi, mais il était temps de rompre cette amitié qui devenait toxique. Alors c'est ce qu'une petite fille m'a dit. C'est drôle ce que vous me dites, parce qu'en fait, c'est la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, mais elle ne me l'a pas dit aujourd'hui. Elle me l'a dit il y a très longtemps. Et elle m'a dit, elle m'a vraiment été très claire dans ça, et elle le savait en fait. Et c'est vrai que mais en fait, ça me fait de la peine parce que je suis de nature à vouloir trouver. Enfin, je vais vous dire, c'est vraiment tordu ma manière de fonctionner. Mais moi, tant que je n'ai pas eu un échange qui me permette clairement d'entendre le point de vue et de défendre mon point de vue, pour moi, la relation n'est pas clôturée. En fait, je ne sais pas la clôturer. Je ne sais pas clôturer par on ne se parle pas et on ne se dit pas. Je ne sais pas faire ça. Et donc, ça me ronge de l'intérieur parce que Oui, mais vous auriez dû, quand vous avez reçu ce SMS qui vous a blessé, vous auriez dû lui répondre quelque chose et vous auriez fait votre part et vous auriez pu fermer la porte. Mais il n'est pas trop tard pour le faire. Moi, quand je le fais, je demande pardon parce que je me dis que c'est moi qui suis en cause. Vous voyez, je suis un peu con. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas vous qui avez demandé pardon dans certaines situations. Oui, si, je crois quand même que dans des relations, dans les échanges, dans ma manière de concevoir les échanges, je crois qu'à un moment donné, si elle pense ça, c'est que moi je suis allée plus loin et que donc je lui ai fait de la peine. Et donc elle n'a pas pu avoir autre choix. Vous savez, Isabelle, ça c'est aussi une manière, je vais être un peu dure avec vous, mais c'est pour vous faire réagir. Hein. C'est aussi une manière d'avoir toujours le pouvoir. Hein. Si c'est à nous toujours de demander pardon, c'est parce que c'est toujours nous qui avons le pouvoir de pardonner ou pas. Là, en l'occurrence, excusez-moi, hein, mais... Vous êtes co-auteur uniquement, on l'a déjà dit, dans une relation, Isabelle. Co-auteur. Et c'est pas vous qui êtes dans la toute-puissance. Co-auteur. C'est une partition à 4 mains. Vous voyez l'image ? Oui, mais je dirais quoi alors ? Je dirais, voilà, la relation, elle est clôturée. Mais vous avez... Enfin, en vous-même, vous savez bien qu'elle est clôturée. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est la nostalgie. Vous savez, c'est comme dans une histoire d'amour, quand on n'arrive pas à faire le deuil, c'est la nostalgie des excellents moments que vous avez dû avoir avec cette femme. C'est aussi la nostalgie d'une partie de votre jeunesse. C'est tout ça qu'il faut couper, bien sûr. Et c'est vrai que ça, c'est douloureux. Moi, ce que m'a appris l'existence, et là, c'est pas uniquement le coach et psychosociologue qui va parler, c'est lorsque j'ai pris la décision à la vingtaine d'avoir des relations qui étaient finalement des faux amis. N'oublions pas qu'on a, et ceux qui nous écoutent le sentent, parfois de fausses et de faux amis, de gens que l'on considère comme des amis. Excusez-moi, on met le même mot. Mais c'était peut-être une vraie amie, sauf qu'elle a... Voilà, je ne parle pas de l'amie d'Isabelle. Mais parfois, Brigitte, c'est vrai on emploie le même mot pour les choses, mais on ne met pas les mêmes ingrédients sous le même mot, suivant les êtres humains. Et ça, c'est un vrai problème pour les êtres humains, ça. Parce que l'amitié, certains cherchent des choses. Et bien, à un moment donné, moi, ce que ça m'a apporté à chaque fois, je le dis que pour moi de ma fenêtre, c'est de nouvelles amitiés qui, franchement, étaient plus précieuses, plus profondes et beaucoup plus riches que les anciennes. Donc je ne les ai pas regrettées. Il faut grandir, Isabelle. Oui, c'est ça l'image. Je crois qu'il est là le truc. C'est que je sais que je monte une marche. Et donc cette marche-là, je vais vous dire une chose qui est dure, mais c'est comme ça. Si on veut grandir, on laisse des gens sur le carreau. Mais on en rencontre d'autres. Mais on laisse forcément des gens sur le carreau. Et c'est pas grave. Mais il faut choisir, on grandit ou on reste en bas de l'échelle. C'est des choix. Moi, je dis pas que c'est mieux de grandir. Je dis juste qu'il faut, quand on grandit, on est obligé de laisser des gens derrière soi. Que ce soit professionnellement, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. En amour, par exemple, on peut rester avec la même personne, mais si à un moment donné, elle nous empêche de grandir, eh bien, on pourra pas grandir.
Oui. Et si on la quitte, on pourra grandir, mais il faudra la quitter. Il y a rien à faire. La vie, c'est du mouvement. Si on veut pas bouger, il faut accepter de rester et de peut-être. Non, moi je veux grandir, moi je veux avancer. Donc, alors, non. Go. Oui, mais mais en fait. Ah oui, mais dès que vous dites oui, mais c'est votre saboteur, Isabelle. Vous voulez plus qu'on vous coach. Pas oui, mais. En fait, c'est de lâcher l'os qu'on ronge et qui est dont on sait qu'on est arrivé à la moelle. Il n'y a plus rien qui tient par cette espèce. Il vous nourrit plus cet os, autre maison à un autre. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Ouais, de rien, avec plaisir. Au revoir. On se retrouve dans un instant 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vous mettez le mot que vous voulez. En tout cas, ces deux mots, vous les retrouverez pour le stage que je fais avec Christophe Médicis. C'est le 1er juillet. Samedi 1er juillet, toute la journée, vous pourrez avoir en direct des outils pour aller mieux, pour être bien avec vous-même. Si vous voulez retrouver le programme, c'est sur votre site. C'est sur le site christophemédicis.com ou hautqualitéorationnelle.fr. Attention, préinscription obligatoire. On ne prendra personne qui n'est pas préinscrite le jour même. Il faut vraiment se préinscrire. Donc, allez vous inscrire si vous avez envie d'y assister. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Sophie. Alors vous, c'est dans votre couple que vous avez du mal à vous affirmer. Moi, c'est dans mon couple que je ne sais pas dire non. Je sais dire non à tout le monde, sauf à mon conjoint. J'ai un gros problème d'affirmation de moi et je suis dans un schéma éducatif et culturel de l'épouse parfaite qui ne me convient plus, qui ne m'avait jusqu'alors jamais convenu, mais ça ne me posait pas de soucis existentiels. Vous l'aviez pas remarqué, c'est-à-dire vous étiez dans cette croyance-là et vous êtes resté dans le rang pendant pas mal. Vous êtes avec lui depuis combien d'années? Plus de 30 ans. Oula. Ah oui. Oui. Donc ça va pas être simple de changer. Non, je pense que je pense que les espoirs que j'avais fondés dans un changement venant de sa part, ça ne viendra pas. Il n'y aura pas de changement. Il faut que je m'assieds dessus, que je me fasse à l'idée qu'il n'y aura pas de changement. Non, mais vous allez si vous changez, ça le fera bouger. Ça c'est sûr. Fera bouger, mais peut-être pas dans le sens que je voudrais. Mais ça, c'est lui qui a la décision, c'est pas vous. Oui, bien sûr, ça, je l'entends parfaitement. Ceci dit, à ce stade de mon histoire et de ma crise existentielle, j'ai pris conscience qu'effectivement, il fallait que je fasse un travail, que je poursuive un travail sur moi, donc je m'y emploie. Cependant, en termes de communication, alors moi, je suis quelqu'un qui aime bien communiquer, j'aime bien aller jusqu'au fond des choses. Je dirais même que je me fais peut-être trop de nœuds dans la tête. Et je suis face à quelqu'un qui, au contraire, qui est tout mon contraire. J'ai vraiment face à moi quelqu'un qui ne sait pas exprimer les choses, qui n'en a peut-être pas d'ailleurs envie, et qui reste tout le temps sur du superficiel, en allant jusqu'à dire que le problème c'est moi, qu'en gros c'est moi qui me fais trop de nœuds dans la tête. Ma question elle est... Mais ce qui est peut-être vrai pour lui. Oui, vous voyez, encore une fois, si on se met de son point de vue à lui, il voit les choses superficiellement, du moment que c'est bien ce qu'il y a dans l'assiette et puis que finalement on regarde le bon programme télé, est-ce qu'on va aller se chercher des coups dans la tête, etc. Donc vous voyez, pour lui c'est très bien. Donc c'est toujours important aussi de comprendre les besoins de l'autre et là où ça bloque par rapport à nos besoins à nous. Ouais, alors moi, oui, tout à fait, je plus sois sur cette analyse que vous faites, Brigitte, dans le sens où effectivement, pour lui, tant que ses besoins basiques, ses besoins premiers sont comblés, tout va bien. Il n'y a pas de sujet, d'autant qu'il a été élevé dans un modèle culturel qui est celui-là, en gros. Donc il y a plein de domaines sur lesquels je ne suis plus satisfaite, mais il y en a un en particulier
qui est notamment d'ordre intime. Vous voulez dire la sexualité, c'est ça, la sexualité? Oui, c'est ça, la sexualité, tout à fait. J'ai exprimé à plusieurs reprises, à des périodes très différentes, parce que moi j'ai une libido aujourd'hui qui est en pleine chute, qui s'explique par plein de choses. Je lui ai expliqué que je n'avais plus du tout les mêmes besoins que lui, et que pour moi avoir un rapport sexuel quotidiennement, c'était pas mon truc, que je préférais la qualité à la quantité, d'autant que la façon dont se passe l'acte en lui-même, il n'est pas qualitatif pour moi. Et donc il n'est plus question en effet de subir le devoir conjugal. Pendant des années, c'était quotidien, c'est ce qu'on entend. Demande de lui. Pendant des années, non, parce que j'ai jamais été dans une sexualité exubérante. Enfin, j'ai jamais été non plus dans une sexualité. Pour moi, la sexualité est pas essentielle. Donc, il y a eu une période, un bon nombre d'années où effectivement, il était insatisfait et j'essayais. Enfin, je me forçais. Voilà. Il y a eu une période suite à une infidélité de sa part que j'ai découverte où là, l'instinct vital m'a fait tout déployer et je suis devenue celle qui réclamait matin, midi et soir. Limite, je le fatiguais, il l'exprimait. Mais je pense que j'étais dans un schéma de récupération entre guillemets. Oui, bien sûr. Tout cas, voilà, bien sûr. Et vous l'avez récupéré visiblement. Alors, je l'ai récupéré, mais sans qu'il y ait aucun changement de sa part sur d'autres domaines. Et donc, je pense que je suis en attente d'une réparation qui n'est pas venue et qui ne viendra jamais. Il faut que je m'assieds dessus. Elle ne viendra jamais, cette réparation. Mais Sophie, il y a plusieurs choses qu'il va falloir analyser et qu'il faut analyser séparément, parce que ce qui est compliqué dans votre cas, c'est que finalement tout s'entremêle et on finit par ne pas savoir comment prendre les choses. Il y a 3 choses pour moi qui sont importantes. La première, c'est est-ce que vous voulez absolument sauver ce couple parce que vous avez envie de rester avec lui ou parce que vous l'aimez ou qu'importe, etc. Donc il y a déjà cette première question fondamentale, parce que si vous voulez absolument rester avec lui, c'est pas la même manière de vous faire bouger les choses que si vous êtes prête au clash. La deuxième chose, c'est votre avancée et votre prise de conscience de ce que vous avez envie d'être. Et la troisième chose, c'est quelque chose qui sexuellement ne fonctionne pas très bien entre vous. Donc c'est 3 choses qui sont très différentes et qu'il faut traiter à part chacune. C'est-à-dire qu'il faut que chacune, vous soyez clair sur ce que vous voudriez. Ouais. Alors à la question, est-ce que j'ai envie de rester, j'ai envie de dire oui, mais encore une fois parce que c'est très délicat, c'est très difficile de quitter quelqu'un au bout de 30 ans. Enfin, je trouve. Oui, mais c'est votre libre arbitre, c'est votre choix et il est tout à fait respectable. Si vous avez envie de rester, c'est un point qui est important et qui va donc forcément vous obliger à manœuvrer sur les 2 autres points avec un peu plus d'habileté et de douceur. Ouais. Alors là aujourd'hui, ma situation, c'est que j'accepte d'avoir une relation sexuelle contre mon gré. Et donc, ça devient de plus en plus difficile pour moi de le gérer en termes d'estime de moi. Puisque, un peu comme ce que disait tout à l'heure Christophe Aïcha, en réalité, le revers de tout ça, c'est que j'ai de moins en moins d'estime de moi-même. Puisque je me dis à moi-même, mais tu te respectes même pas, quoi. Enfin, voilà, tu te respectes pas. C'est là où il faut voir ce que vous pouvez accepter sexuellement, vous, et comment vous pouvez, à ce moment-là, être clair vis-à-vis de lui-même. Mais ça, il faut en passer par là. Alors, c'est là où j'ai besoin de vous. Oui, et c'est là où j'ai besoin qu'on m'éclaire sur comment dire à mon conjoint, ben non.
je n'en ai pas envie, sans que ça ne me frustre, sans que ça ne génère... Peut-être Sophie, qu'il n'est pas au courant que la manière dont il vous fait l'amour n'est pas la manière dont vous avez envie, et peut-être qu'il est temps d'avoir une vraie communication sur la question de la sexualité, ce qui est toujours très compliqué avec un homme quand on a pendant autant d'années accepter ce qui n'était pas ce qu'on veut. Alors là, malheureusement, je ne peux pas vous répondre tout de suite parce qu'on est en fin d'émission. On va mettre du suspense, mais si vous voulez, on vous reprend demain, puisque je suis de toute façon avec Eric Haller et on parle de la sexualité masculine. Ça fera un lien. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui finalement font mal l'amour, mais comme on leur a jamais dit, ils continuent à mal faire l'amour. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où il y en a même qui demandent alors chérie, c'était bien? Je suis sûr que c'était bien à la fin. Non, rajoutons pas. Donc si vous voulez, Sophie, on repart avec vous demain à 14h. Merci Christophe. Merci beaucoup Brigitte Lay. Merci à tous et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Sud Radio.